Décrypter l'actualité nationale, c'est notre objectif sur votre émission Le Débat. Vous êtes sur ESAE TV. Merci de nous rejoindre pour le débat de cette semaine. Le débat du jour porte sur le thème « Faux diplôme dans l'administration béninoise, situons les responsabilités ». Et pour en discuter, j'ai invité M. Joël Ataï Guédégbé, acteur de la société civile et membre de l'association Nouvelle Éthique et du FONAC. M. Ataï Guédégbé, bienvenue à ESAE TV. Bonjour, madame. Également dans ce studio, M. Agapite Napoléon Maforican, il est membre de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Il y est également rapporteur en charge du secrétariat permanent. M. Maforican, bienvenue. Bonjour Léa, bonjour les internautes de ESAE TV. J'aime bien votre introduction. Monsieur Maforican, on va rester avec vous et vous poser cette question. Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'on ait de plus en plus autant de faux diplômes dans l'administration béninoise? De plus en plus, je ne sais pas s'il y a une mesure pour pouvoir savoir, pour pouvoir gérer disons la croissance ou la permanence. En tout cas, on peut parler de la permanence de faux diplômes, parce que je me rappelle même dans les années 70-80, il y a de temps en temps des contrôles pour détecter des faux diplômes, tout comme pour détecter des fonctionnaires fictifs. Alors, peut-être que la croissance démographique et la problématique des écoles privées, des établissements privés, ont exacerbé le phénomène, parce que l'État même n'a pas une structure de contrôle suffisamment équipée. Et ensuite, le clientélisme au niveau de l'administration publique, la politisation de tout, font que ces phénomènes deviennent peut-être plus récurrents qu'ils ne l'étaient avant. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. Alors, si les contrôles qui avaient cours étaient réguliers et que les cadres de sanctions étaient suffisamment cohérents et mis en route, moi je pense qu'il y aurait peut-être eu une régression du phénomène. Or, vous l'avez parlé de plus en plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de régression, il y a plutôt une permanence, une recrudescence de ce phénomène. Monsieur Ataï Guédégbé, quelles sont les explications qui expliqueraient l'augmentation des questions de faux diplômes dans l'administration? Je ne risque pas de dire autre chose que M. Maforican. Tout au plus pourrais-je ajouter que effectivement, il y a une déficience du contrôle en lui-même, puisque la tentation est permanente chez l'homme, à moins d'un degré supérieur sinon quasi divin de moralité. La tentation est forte de transgresser, de se procurer un avantage, et s'il faut en passer, probablement par un faux diplôme, par tout autre stratagème, certains ne reculent pas. Donc la responsabilité est celle de l'administration, notamment publique ou privée, qui doit embaucher ou disons recruter sur la base de tel diplôme édicté. Déficience de contrôle, dites-vous, mais qu'est-ce que la direction du contrôle et des équivalences de diplômes du ministère de l'Enseignement supérieur fait alors? Ah non, elle ne contrôle que si on lui soumet pour examen, pour équivalence. Mais sinon, il y a plein de faux diplômes qui circulent dans la nature. Les diplômes qu'on obtient dans les établissements universitaires et autres, normalement, passent par un contrôle. Forcément, c'est l'État qui authentifie avant que les établissements le donnent. Uniquement les établissements publics, et encore, et même une fois que c'est fait, pour ne rester que dans le domaine public, il est loisible aux plus ingénieux donc d'aller imiter le dit diplôme, la dite signature, le cachet, et sinon d'avoir des complicités à l'intérieur où le faux devient encore plus vrai que le vrai, voyez-vous. Donc à partir de là, s'il n'y a pas d'autres dispositifs, s'il n'y a pas des dispositifs internes déjà permettant d'assurer l'intégrité de la délivrance des diplômes, il y a déjà une grosse faille à ce niveau-là. Le verre serait dans le fruit. Maintenant, il y a les établissements privés. On peut distinguer deux types d'établissements privés au moins, ceux qui sont agréés par l'État, ceux qui ne le sont pas. Théoriquement, ceux qui sont agréés, leur diplôme ou leur certificat, parce que le diplôme est plutôt d'essence nationale publique. Le certificat, à tout le moins, peut être délivré par un établissement public ou privé et avec la signature conjointe de l'autorité en charge des diplômes. De ce côté, nous sommes dans un sable mouvant avec l'apparition des BTS, des diplômes professionnels et autres. Depuis 15-20 ans, il y a
la course à ce sésame-là pour accéder au marché de l'emploi. Et donc, vous comprendrez, donc il y a plus d'engouement, plus d'intérêt pour avoir le diplôme vaille que vaille. S'il faut en passer par la corruption, donc, et par la falsification, certains n'hésitent pas en effet. Le verre est dans le fruit, M. Maforican. Quand on sait qu'il y a une direction des établissements privés également qui normalement co-signe ou tout au moins vise les diplômes qu'obtiennent les étudiants des établissements privés au Bénin, est-ce qu'on ne peut pas dire que normalement on ne devrait pas être inquiété? Ah non, le problème n'est pas nécessairement au niveau de l'authenticité, au niveau de l'authentification ou bien de l'équivalence. Parce que la direction des établissements privés d'enseignement supérieur s'occupe des établissements privés. Alors qu'il y a des faux diplômes émanant des établissements publics, des universités nationales. Le problème, c'est quoi? Il a parlé de falsification. Quand vous falsifiez, là, ce n'est plus une faute, ce n'est plus un manquement qu'on pourrait imputer à la DPS. Parce que aujourd'hui, avec les technologies de l'information, vous pouvez avoir un document aussi authentique, une copie aussi authentique que l'original, tout simplement en faisant un peu d'ingéniosité. Vous sortez et il y a des faux documents où les gens, vous voyez, il n'y a que le nom qui change. Parce que les gens, ils ont l'ingéniosité, ils ont la manie, la maîtrise de l'outil informatique. Donc, un dossier, un diplôme véritablement établi au nom de X peut se retrouver dans la main de Y avec les bonnes signatures, avec un numéro, avec les paraphes. Donc, à première vue, il n'y a pas à douter. Et la DPS ne peut pas se mettre à contrôler un diplôme délivré par l'université d'abord ou l'université de Parakou. Donc, il y a déjà à ce niveau un contrôle à établir. Normalement, face à ce fléau, il est loisible simplement, au moment de recruter sur diplôme, de faire un petit contrôle. Parce qu'il y a un numéro. C'est un peu comme on délivre les passeports ou les cartes d'identité. Aujourd'hui, quand vous êtes né à Porto-Novo, vous voulez avoir votre carte d'identité à Cotonou, mais vous produisez et souche et original du volet numéro 1 et acte de naissance. Alors que ces trois documents sont les mêmes. Parce que c'est du volet numéro 1 qu'on établit la souche. C'est deux documents parallèles et identiques. L'autre, c'est juste qu'il reste dans le registre et l'autre est remis aux parents. Donc, à partir de ce moment-là, on vous demande la copie de la souche pour pouvoir voir, copie légalisée. Donc, vous retournez à la base. Il faudrait que l'État en arrive là, au niveau des recrutements, en demandant que l'on aille prendre les souches qui sont restées dans les établissements où les diplômes ont été obtenus, ou tout au moins aller faire l'équivalence, où la DPS est obligée, où les directions des équivalences et autres sont obligées de questionner la source. C'est comme les diplômes obtenus à l'extérieur. Il y a un pays limitrophe, je n'ai pas envie de le citer, qui est devenu carrément, c'est depuis des décennies, depuis des années, un peu un lieu privilégié où les gens vont aller prendre des faux diplômes. Donc, je pense que l'État doit pouvoir adapter cette stratégie à l'ampleur un peu du dégât. Donc, je pense que ce n'est pas un problème lié nécessairement à la DPS. Ce n'est pas un manquement niveau DPS, c'est toute la stratégie de l'État. Toute la stratégie de l'État en matière de recrutement. Je pense en matière de recrutement, parce que quand vous voulez recruter ce diplôme, il faut un contrôle a priori du diplôme avant de recruter. Ou alors même a posteriori. Vous voulez dire, ok, d'accord, une fois que je prends 20, les 20 doivent m'emmener l'authenticité, donc vous allez prendre la souche. Et si vous avez un délai pour ne pas, si vous n'amenez pas, vous êtes éliminé et les gens qui font la liste supplémentaire arrivent. Mais là, maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a le clientélisme, il y a le favoritisme, il y a la lourdeur administrative. Non, ce n'est pas la lourdeur. Je parle là maintenant du dispositif complaisant de l'État, où je suis parrainé, où je suis orienté, enfin, je suis recommandé, je suis l'ami. Donc, est-ce qu'on a la force de demander à une personne recommandée par le ministre, recommandée par le directeur, recommandée par le chef de l'État, pourquoi pas, est-ce qu'on a la force de lui demander de temps? Bon, donc, voilà, il faudrait que nous ayons également un État purement administratif, un État fort, où les règles établies sont respectées. Vous voyez que c'est un problème beaucoup plus grand, plus difficile qu'on ne peut. Un problème assez difficile, M. Joël Ataï-Guédégbé. Faux diplôme dans l'armée, faux diplôme lors des recrutements dans la fonction publique, faux diplôme au niveau universitaire. M. Maforican proposait tout à l'heure qu'on fasse un contrôle a posteriori et pour mieux comprendre. Mais quand on sait, au moment des recrutements, mais quand on sait que déjà pour obtenir ne serait-ce que le diplôme,
par exemple, à la direction de l'office du baccalauréat, à l'université et dans d'autres secteurs, c'est tellement très compliqué, ça prend du temps. Mais quand on veut être recruté, on a besoin de faire une course contre la montre. Oui, c'est deux temps différents, disons. Le moment où vous obtenez votre diplôme est généralement bien différent de celui où vous postulez. Oui, mais ce n'est pas toujours évident d'avoir en même temps le diplôme. Et moi, j'en viens même à faire la remarque que si les procédures sont trop complexes, sont trop compliquées, c'est aussi une fenêtre ouverte pour la corruption, pour des trafics d'influence de toutes sortes. Monsieur Mafroikan parlait des gens recommandés, pistonnés et autres, mais il y aura aussi des gens pour lever les barrières et à qui est pressé et disposé à mettre les moyens sur la table. Donc, de l'intérieur des structures administratives même, il faut s'assurer de l'intégrité de tous ceux qui y sont. Et voyez-vous, donc il y aura le contrôle physique, mais il y a également à veiller à ce que l'administration elle-même soit cohérente, soit intègre dans son ensemble. Il y a... non, c'est un phénomène vraiment complexe et même dans les pays développés, jusqu'au niveau ministériel, on retrouve des gens avec des faux diplômes, des faux titres. C'est une lutte permanente. Oui, mais puisqu'il faut situer la responsabilité, M. Mafroikan, vous êtes membre de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, que prévoit la loi et qu'est-ce que vous faites, par exemple, si on vous soumet un dossier pareil? Tout simplement, je pense que nous avons commencé en 2013 une action en direction plutôt des établissements privés. Là, c'est par rapport aux établissements autorisés à former dans les diplômes. Vous savez, dans certaines filières. Parce que le processus est celui. Quand on parle de faux diplômes, il faut peut-être catégoriser. Là, ici, maintenant, nous allons parler plutôt des fraudes, des falsifications des diplômes. On ne parle pas de diplômes délivrés par des établissements qui n'en ont pas droit. C'est-à-dire qui ne sont pas autorisés à les dire. Parce que là, c'est de l'escroquerie. Hein, c'est de leur. On parle d'arnaque, mais c'est de l'escroquerie. Ou peut-être de la concussion, vous prenez l'argent là où vous ne devez pas en prendre. Et maintenant, vous mentez aux gens, donc on peut ajouter ça à d'escroquerie. Donc, en réalité, notre bataille au départ était là. On a travaillé avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur qui a beaucoup collaboré avec la direction des établissements privés d'enseignement supérieur, où on a détecté beaucoup d'établissements qui n'avaient pas qualité. Parce que c'est quoi? À former. Quand un établissement dit, bon, la BTS, lui, c'est national, donc il n'y a pas de problème, il peut former les gens, puis c'est l'État qui organise. Mais la licence et le master, n'étant pas un diplôme nationalement organisé au niveau national, donc c'est chaque établissement qui obtient les filières dans lesquelles. Alors quand on dit comptabilité, contrôle de gestion, quelqu'un peut mettre comptabilité et expertise, quelqu'un peut mettre comptabilité et gouvernance. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes choses. Du coup, quand le monsieur obtient l'autorisation pour fermer dans comptabilité, contrôle de gestion par exemple, je prends ça là, mais il élargit le champ et il crée 3 autres filières autour de cela. Ce qui fait que les diplômes que les gens obtiennent ne peuvent pas être co-signés par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Alors, des Béninois traînent ces diplômes et lors des recrutements, on dit que leur diplôme n'est pas valable. Comment l'État lui-même autorise des établissements qui dérivent des diplômes et on dit que leur diplôme n'est pas valable? Il y a quelque chose là qui va pas. Donc, nous avons fait ce travail à l'époque. Bon, disons qu'on s'est entendu sur un certain nombre de délibérateurs, mais l'État lui-même n'a pas les moyens de faire appliquer. Je dois vous dire qu'aujourd'hui encore, des établissements forment alors qu'ils ne sont pas autorisés. Donc voilà une catégorie. Il y a l'autre catégorie qui est les fraudes dans les examens concours. La falsification. Dans les examens concours. Les fraudes dans les examens concours. Ça, c'est réglé par la loi 2011-20, chapitre 16. La loi sur la corruption. Oui, la loi sur la corruption, chapitre 16, comme je disais, article 128 à 133. Ou à 132, la loi définit un certain nombre d'infractions. Parce que quand vous obtenez un diplôme par fraude, c'est aussi un faux diplôme normalement. Mais là, la responsabilité, elle est peut-être ailleurs, elle n'est pas la vôtre, elle est ailleurs. Maintenant, par rapport à la falsification, ce qui est beaucoup plus probant, parce que la falsification, le plus visible, qui est plus probant, par exemple, du faux diplôme, tout de suite on voit un diplôme que vous n'avez pas obtenu, mais dont vous produisez un document plus ou moins authentique, en tout cas, apparemment authentique. Là, il y a des responsabilités qu'il faut situer. D'abord, c'est le titulaire. Il est dégradé, normalement, il perd le droit à la qualité pour laquelle il a obtenu le concours. Donc, il perd le droit.
Mais tous ceux qui, normalement, ont concouru sont également Tous ceux qui l'ont aidé. ont concouru à cela, sont également responsables. Ils sont également. Donc, ce n'est pas c'est des complices qui sont mis sous la même... Quelles sont les sanctions prévues? La loi, c'est 1 million à 10 millions, c'est 1 à 5 ans, oui, d'amende 1 million à 10, c'est 1 an d'emprisonnement à 10 ans. À 10 ans. Alors, si je me trompe. Donc, le problème qui se pose à ce niveau est qu'il faut nécessairement que les leviers soient effectivement mis en branle. Ce qui est dommage dans l'affaire, c'est que les leviers ne sont pas toujours mis en branle. Alors, la loi dit est puni de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million à 10 millions, toute personne qui aura. Donc, c'est 2 à 5 ans et de 1 à 10 millions. Mais le problème, comme je dis, c'est que c'est la mise en route de l'action civile, de l'action publique. Effectivement, aujourd'hui, l'État, par exemple, il y a des cas. Est-ce que les poursuites vont être faites? Premier élément. Mais les poursuites, ce n'est pas que ceux qui sont titulaires, qui ont été leurs complices, toute la chaîne qui a concouru. Si on ne va pas à la chaîne, c'est qu'on aura laissé un bon maillon. Et ça va continuer. Ça va continuer. Donc, la NLC fait des campagnes sur cette question-là. On fait des affiches, on fait des sorties. Mais la sensibilisation qui n'est pas accompagnée de sanctions n'est pas une bonne sensibilisation. Quand vous sensibilisez, vous devez sanctionner. Or, la sanction, elle est au niveau plutôt de volonté administrative. Donc, il faut que le gouvernement veuille bien sanctionner et il faut que l'action publique, donc la justice, soit activée. Quand d'habitude les gouvernements disent oh bon, la justice a saisi. Quand on saisit le procureur, ce n'est pas que toute la justice est saisie. Si le procureur s'assoit sur le document, c'est que la justice n'est pas encore saisie. C'est quand l'instruction est ouverte par un juge autonome, juge d'instruction, c'est là qu'on peut dire que l'action judiciaire est vraiment enclenchée. Or, ce n'est pas toujours le cas dans tous les dossiers. Monsieur Joël Ataï-Guédéboué, vous êtes membre d'une association Nouvelle Éthique. Quand on parle d'éthique, normalement, on devrait éviter ce genre de difficultés. Mais Monsieur Mouafoukan vient de nous faire comprendre que ce n'est pas toujours évident de lutter contre la corruption et contre ce genre de fraude et de falsification. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mieux sensibiliser? Ah oui, mieux sensibiliser, mais je ne dirais vraiment pas autre chose. Sensibiliser, parce qu'il faut bien constituer la responsabilité, que pour une fois on mette fin à ce genre de... Il faut que même l'action récursoire de l'État joue pour que les avantages indus pris à la faveur de ces fraudes et autres soient l'objet de remboursement, de poursuites. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, la responsabilité est au titulaire, celui qui a fraudé, au titulaire, ceux qui l'ont aidé, mais également à l'administration qui a le devoir d'engager les poursuites et de les engager concrètement. Parce que si même on prétend avoir saisi la justice, ce qui est à la portée de l'administration, c'est au moins les conseils de discipline et autres, où un certain nombre de dispositions sont prévues pour... Vous proposez au moins qu'on fasse des sanctions disciplinaires? Ça, c'est à la portée du gouvernement, c'est de son ressort, il n'a pas à attendre la justice pour commencer au moins de ce côté. On sait que le processus judiciaire est souvent long, est fait d'investigation, de mise en œuvre du principe du contradictoire et autres. C'est normal parce que les sanctions sont assez lourdes, donc il faut bien fouiller avant de frapper. Mais au plan administratif, les conseils de discipline doivent pouvoir être convoqués. Et tenez-vous bien, malheureusement, ils ne dépendent que du ministère de la fonction publique. Et pour tout le Bénin, pour toute l'administration, il y a encore à imaginer des stratégies de désengorgement à ce niveau, d'action plus dynamique, pour que ça se sente et qu'il y ait une certitude ou une quasi-certitude de détection de la fraude. Quand on sent que qu'on ne sera pas pris, ben on tentera. Et si j'ai le dos tourné et que vous pouvez vous procurer un avantage, c'est presque humain, et vous allez vous servir. Monsieur Joël Ataï-Guédéboué, nous sommes à la fin de cette émission. C'est vrai que c'est un grand débat. Si on vous demandait de faire un appel à l'endroit de certaines personnes impliquées dans ce processus-là, à qui feriez-vous appel? J'aurais l'impression d'accuser, mais je dirais que la lutte contre la corruption n'a de sens que si elle s'engage, si elle se transforme en lutte pour la sanction. Et nous avons assez discouru, assez sensibilisé. Nous devons certes continuer à éduquer parce que nous commençons à découvrir que l'armée et encore les plus gradés de l'armée sont contaminés par ce phénomène. Et nous découvrons également que les corps religieux également sont atteints. Et la corruption est un cancer, mais on peut travailler à couper les branches pourries.
Monsieur Agapit Mafourika, les populations tournent souvent le regard vers l'autorité nationale de lutte contre la corruption quand ces genres de dossiers viennent à sortir. Qu'est-ce que vous dites aux populations? Je leur dis que l'ANLC fait de son mieux. Le problème est que les populations ne peuvent pas percevoir ce que l'autorité fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sanction. En réalité, il faut la sanction. Donc, la sanction ne dépend pas de l'autorité. La sanction dépend de la bonne volonté du gouvernement. M. Atay-Guédébé a parlé de conseil de discipline. Depuis 3 ans, nous échelons à publier tous les 8 décembre le point de la mise en œuvre des sanctions disciplinaires au sein de l'administration. Et vous vous rendez compte qu'il y a très peu de volonté à mettre en branle ces sanctions-là. Contrairement au niveau de la justice, où le Conseil supérieur de la magistrature se réunit systématiquement pour statuer, mais au niveau de la grande administration. Donc, si on pouvait sectoriser un peu pour pouvoir désengorger le ministère en charge de la fonction publique, qui est le seul outillé en dehors du secteur de la magistrature où ils sont régis autrement, ce serait une bonne chose pour que les sanctions administratives, et qu'on n'arrête pas le processus de la sanction administrative pendant qu'elle est en cours en enclenchant la procédure judiciaire. Parce que les gens qui enclenchent la procédure judiciaire, ça arrête le processus au niveau de l'administration, et la procédure judiciaire peut durer aussi longtemps que possible. Et les rejets sans suite font que le monsieur il est rétabli dans ses droits parce qu'il est présumé innocent jusqu'à ce que la sanction soit prononcée. Donc vous voyez qu'en réalité, il faut une bonne volonté du gouvernement. Le chef de l'État a dit qu'il s'est préparé pour lutter contre la corruption. Des actions ont été enclenchées depuis avril dernier, mais nous attendons beaucoup mieux au niveau de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Et nous espérons que non seulement ceux qui ont été détectés seront sanctionnés, mais qu'on va élargir peut-être le champ, parce qu'on est resté un peu à 3 ans et à 4 ans. Pourquoi ne pas le faire dans les derniers 25 ans, depuis 90 par exemple? Il faut qu'on l'élargisse pour voir peut-être, est-ce que ceux qui contrôlent ne sont pas aussi dedans. Il faut élargir les sanctions. Il ne faut pas que ce soit seulement... Exactement. Il ne faut pas que ce soit nécessairement les mises en cause, mais toute la chaîne. Pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est une chasse aux sorcières. Voilà, toute la chaîne pour qu'on ne décourage jamais ce fléau-là. Chers invités, je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. On retient qu'il faut sanctionner, appliquer la loi contre les auteurs de fraude, de falsification et leurs complices, mais également, il faut que le gouvernement ait la volonté véritable de sanctionner, de punir, parce qu'il ne sert à rien de mettre en branle le processus et de l'arrêter en cours de route. Si véritablement on veut arrêter cette question de faux diplômes dans l'administration béninoise. Je vous remercie, chers invités, d'avoir été là. Ce fut un plaisir. Mesdames et messieurs, ça a été également un plaisir de vous savoir connectés sur www.ezaetv.com. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à toute l'équipe technique. À très bientôt.